voilà, et on aura comme grand témoin, j'aime bien cette appellation-là, ça me fait rire. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant de pouvoir faire intervenir ma collègue de l'IAE Paris-Est, Charline Nathan, qui est responsable administratif du campus de Créteil. Voilà, donc on va peut-être commencer les échanges, j'ai envie de dire. Et puis, Charline interviendra là dans 5 bonnes minutes, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, sur ce sujet-là, oui, il y avait plusieurs choses sur ce rétexte, les référentiels qualité applicables à l'ESR. Voilà, en termes d'échange, voilà, en termes d'échange et de réflexion et de co-réflexion autour de cette thématique, j'ai envie de dire, il y avait plusieurs choses. C'était les référentiels, ont-ils une valeur ajoutée? Sont-ils complémentaires? Sont-ils redondants? Comment nos établissements ont su aujourd'hui s'en emparer. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi, je dirais, vous, voilà, à travers votre participation ce matin, ce qui est intéressant, puisqu'on est quand même assez nombreux à ce rétexte, j'ai envie de dire, voilà, il y a une 50aine de personnes, c'est voilà, de pouvoir illustrer, c'est-à-dire, voilà, nous, à l'UPEC, par exemple, si je fais une analyse transversale de voilà, quelles sont les démarches qualité certifiées, on est entre 5 et 10 référentiels qui sont applicables et que, voilà, dans multi-entités. C'est aussi l'idée de trouver, je dirais, un point de convergence et un dénominateur commun à travers toutes ces démarches qualité certifiées qui sont menées. Et en quoi le référentiel Calliope est complémentaire, je dirais, à l'ISO 9001, à CaliCert ou à HRS 4R. Voilà, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. On est vraiment là pour illustrer et pour entendre aussi le son de cloche de ce qui se fait ailleurs, au-delà de nous trois qui sommes animateurs et en même temps du réseau relié et en même temps membres du COPIL. Écoute, moi je pense te passer la main, Charline. Voilà, tu nous présentes un petit peu ce que tu fais, toi, à l'IAE Paris-Est. Et puis après, voilà, chacun rebondira en fonction de ce qu'il aura pu entendre. Ton micro n'est pas activé, par contre. Merci. Pardon, merci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Sylvie, effectivement, moi, je suis responsable administrative au sein de l'IAE Paris-Est, qui est anciennement l'IAE Gustave Eiffel. Et donc, nous avons plusieurs certifications qualité, accréditation sur lesquelles on travaille. Avant, j'avais en charge la qualité, donc c'est aussi à ce titre-là que j'interviens. Donc, sur les certifications françaises, on a principalement CaliCert, qui est une certification construite par le réseau des IAE pour les IAE. Donc, c'est un travail collectif sur lequel l'ensemble des IAE du réseau sont impliqués, aussi bien sur la définition des indicateurs, du référentiel, sa pérennité, sa transformation, les outils qui sont associés, etc. Donc ce choix de la certification CaliCert s'est fait un peu de fait de par la participation au réseau. C'est un référentiel sur c'est une certification de service, comme peut l'être Calliope, avec des indicateurs qui sont très proches et qui nous permettent de structurer en interne l'activité, d'avoir un cadre sur l'ensemble de nos activités, aussi bien la scolarité, les relations internationales, la qualité, la partie stratégie, budget, etc. Tout est inclus dans ce référentiel. C'est un référentiel qui a permis aussi de travailler en collectif avec les IAE, d'avoir des données qui sont pas forcément homogènes, mais qui sont demandées à l'ensemble des IAE, donc avoir un référentiel vraiment qui nous permet d'avoir des indicateurs communs et des outils communs. Voilà, ça fait partie des avantages, c'est d'avoir du travail collectif essentiellement et de structurer notre activité.
Le principal inconvénient qu'on voit à cette certification, c'est la charge en termes de maintien de la certification, puisqu'il y a un audit tous les ans, même si le format est différent en fonction des années de suivi. On a un audit global, donc initial ou de renouvellement, qui a lieu tous les 3 ans, qui inclut toute l'activité de l'IAE, donc tous les services, y compris la recherche, donc c'est redondant parfois avec l'HCERS, et l'audit N+1, par exemple, qui va être uniquement en distanciel, sans la recherche, le N+2 qui va être en présentiel avec l'ensemble des éléments sauf la recherche. Donc c'est probablement le plus gros inconvénient, c'est la lourdeur de ces audits tous les ans. Donc ça demande beaucoup de travail aux équipes chaque année. Ensuite, c'est un référentiel qui parfois ne correspond pas tout à fait à nos modes de travail, parce qu'on a quand même tous des établissements différents avec des contraintes spécifiques. Et donc, du coup, bah, voilà, comme tout référentiel, il faut se plier à certaines contraintes qui ne correspondent pas forcément à nos modes de travail. Donc voilà, l'avantage également, c'est que ça nous a permis de rentrer plus facilement dans d'autres certifications françaises, notamment FCU puis Calliope. Et là, pour le coup, c'était des certifications non pas au niveau de l'IAE, mais au niveau de l'établissement, donc de l'UPEC, avec une autre démarche collective, avec les autres composantes et les autres donc instituts, UFR, etc. de l'université. Donc c'est un autre travail collaboratif. Mais sur le fond du référentiel, les critères sont extrêmement proches. Donc voilà, le choix de ce référentiel était un peu imposé, mais ça nous sert quand même au quotidien sur nos modes de travail pour les différents services. À l'IAE, on s'est également lancé dans une démarche d'accréditation internationale, donc ECSB, qui est pour les écoles en gestion. Donc en France, il y a énormément d'écoles qui sont privées, qui sont accréditées. Il y en a pour l'instant très peu dans le public. Donc pour nous, c'était un vrai critère de différenciation, ce choix d'une accréditation telle qu'ECSB. C'est un lourd investissement en temps et en énergie et en finances. Parce que c'est un projet qui est construit sur plusieurs années. Le processus d'accréditation est extrêmement long. Le travail est beaucoup plus lourd que sur une certification du type certification de service où c'est essentiellement la forme qui est jugée. Là, sur la démarche CSB, c'est le fond. Et donc, on doit démontrer eh bien, notre démarche compétence, comment elle est mise en œuvre, quels sont nos choix, justifier nos choix, démontrer de quelle manière on a une production intellectuelle qui est importante, qualitative, voilà. Donc, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement, pas du tout le même travail. Pour schématiser, globalement, sur les certifications telles que Calicert ou Calliope, c'est uniquement la partie administrative qui va travailler. Et sur les accréditations type SISB, c'est essentiellement la partie pédagogique, donc les enseignants qui vont travailler. Même si, bien sûr, il y a du reporting de données, de la collecte de données, etc. Le choix des CSB, il s'est fait donc pour la différenciation par rapport à d'autres établissements, et notamment des établissements privés, mais aussi pour la visibilité internationale. On a énormément de partenariats et c'est un choix de l'IAE de vouloir monter en qualité de ces partenariats internationaux. Et pour ça, ça passe nécessairement par des accréditations reconnues au niveau international, dont SISB fait partie. Donc voilà, c'est un choix plus global et on a la chance que ces choix stratégiques de l'IAE correspondent aux choix de l'établissement, puisque un des axes de la stratégie de l'UPEC, c'est la montée en qualité sur les formations, sur la recherche, la visibilité internationale. Donc voilà, on est plutôt en phase avec les choix stratégiques de l'université, ce qui nous permet d'avoir un soutien politique de l'établissement et pas uniquement de notre structure en propre. Quand on voit l'argent, l'investissement en temps, en énergie que ça demande, c'est pas négligeable. Donc voilà, la SISB, pour donner un peu plus d'éléments, donc c'est vraiment
une accréditation sur laquelle on a davantage la main en propre, c'est-à-dire que chaque établissement qui demande l'accréditation, qui se lance dans ce processus, va définir pour certains éléments ses critères d'évaluation, c'est-à-dire que hormis certains critères spécifiques qui vont être les taux d'encadrement par des publiants, on a la possibilité de définir les objectifs qu'on va atteindre en fonction de notre mission, de notre vision, de ce qu'on veut être comme établissement. Donc, si on veut, par exemple, revendiquer une recherche très en pointe, il faut pouvoir le justifier. Si on veut se présenter comme un établissement qui a un niveau de recherche scientifique très correct, tant qu'on est capable de justifier ce qu'on veut et ce qu'on dit être, on peut rentrer dans les clous. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de plus sur le fond et qui, pour nous, avait plus de flexibilité que d'autres accréditations internationales comme EQUIS, par exemple. Donc c'est pour ça aussi que ce choix a été fait. C'était une accréditation moins contrainte pour nous. Voilà, c'est essentiellement les points sur ce choix des accréditations à l'IAE. Eh ben, écoute, Charline, merci beaucoup pour cette intervention hein, qui reflète un peu comment l'IAE Paris-Est, je dirais, s'est emparé de la démarche qualité multiréférentielle. Voilà. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions? N'hésitez pas. Voilà. On est là pour échanger, on est entre nous, on le dit souvent, c'est pas que nous, les animateurs, qui devons. Voilà. Donc, on attend vos questions. Prenez la parole, n'hésitez pas. Alors, je vois pas qui est, je vois qu'il y a des mains levées. Alors, Françoise Blainville. Françoise, vas-y, on t'écoute. Merci Sylvie. Bonjour Charline, merci beaucoup pour cette intervention. La première question qui me vient, effectivement, je viens de CY Paris Université, donc en Île-de-France, hein, et la première question qui me vient en fait, parce qu'effectivement, quand on parle de démarche qualité, c'est une démarche très lourde. Tu disais que vous avez réussi à obtenir le soutien de l'établissement et ça, c'est vraiment une sacrée avancée, moi, je pense. Alors, justement, comment se manifeste ce soutien? Et une deuxième question, je suis désolée, je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous êtes combien dans l'équipe, hein? Alors, déjà, premièrement, sur l'équipe qui porte la qualité, avant, j'étais seule chargée de qualité. Maintenant, on a un service développement qui regroupe les relations internationales et la qualité. Et sur la qualité, donc, on a une responsable de service et un poste de gestionnaire pour lequel on est en train de recruter. L'avantage, entre guillemets, de notre structure, c'est que, ayant porté les démarches qualité jusqu'à présent, c'est un domaine qui m'intéresse et sur lequel je continue d'investir. Donc, c'est pas un poste en plus, mais on va dire que c'est un investissement en plus. Ensuite, sur le soutien institutionnel, eh bien, très concrètement, jusqu'au 31 août dernier, nous étions un département de la faculté de sciences économiques et de gestion. Et dans le cadre de l'accréditation SISB, où nous avions notamment besoin de démontrer notre autonomie financière, politique, etc., nous avons obtenu le soutien de la présidence pour devenir un institut 713-9. Qui va aussi en lien avec le réseau IAE France, où c'est le statut le plus courant de l'ensemble des IAE. Et maintenant, un des critères quasiment impératifs pour entrer dans le réseau. Effectivement, c'est un sacré atout. Voilà, donc c'est une des manifestations, par exemple, de cet investissement politique dans notre démarche qualité. D'accord, d'accord. Oui, effectivement, je pense que c'est facilitateur puisque vous bénéficiez du coup d'une certaine autonomie. Est-ce que votre université de rattachement éventuellement se lancerait dans la même démarche que vous ou pas du tout? C'est-à-dire? Éventuellement aussi se lancer dans une... excusez-moi, je mets ma caméra comme ça on se voit. Juste, voilà, cette démarche de certification, est-ce qu'il y a aussi l'intention de globaliser sur toutes les activités, sur tous les périmètres chez vous, par exemple? Alors, oui, ça a été le cas notamment avec la mise en place de Calliope, avec Au départ, on a eu, au niveau de l'établissement, il y a eu, Sylvie le connaît mieux que moi, hein, la certification FCU, dans laquelle étaient engagées plusieurs composantes volontaires.
qui ont fait un travail collectif, etc., de mise à niveau, mise en conformité avec ce référentiel. On a obtenu la certification FCE pour les composantes qui étaient impliquées. Et ensuite, l'université a souhaité se lancer dans la certification Calliope. Et là, pour le coup, c'est l'ensemble de l'établissement et pas uniquement certaines composantes. Donc oui, il y a cette démarche-là. Après, le choix des accréditations et des certifications n'est pas le même au niveau d'un établissement, surtout pluridisciplinaire. Voilà, nous, on a des accréditations chez nous à l'IAE qui correspondent aussi à nos disciplines. La certification CaliCert qui est liée au réseau IAE France, on ne l'aurait pas si on n'était pas un IAE. Et CSB, c'est pareil, c'est une certification pour les business schools. Donc, on serait une faculté de santé, ce serait d'autres certifications. Mais oui, il y a un appui, on le voit aussi au travers, au niveau de l'établissement, du service anciennement d'appui au pilotage, avec un poste qualité notamment. Et là, le service qui se transforme et qui monte en volume, on va dire. D'accord. Merci Françoise et Charline du coup pour cet échange qui vient nourrir un peu le contenu, je dirais, de ce rétex. Amaya Ituria, je vous donne la parole. Oui, Bien fait bonjour. une petite présentation et une petite vidéo. Voilà, très bien. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci Charline pour cette présentation. Donc, je suis Amaya Ituria, je travaille à l'Université Paris-Dauphine. Et nous, on a obtenu la réaccréditation EQUIS, donc qui est une accréditation internationale pour les écoles de commerce et business school pour 5 ans en 2020. Et en fait, voilà, je m'interrogeais sur le fait que vous trouviez, Charline, donc l'accréditation ACSB plus souple. Vous avez dit que notamment en quiz, et je me demandais dans quel sens en fait. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le choix qui a été fait, c'est dans la certification SCSB, c'est vraiment, hormis les taux d'encadrement par des enseignants-chercheurs publiants, il n'y a pas de réelle contrainte externe. C'est nous qui définissons nos contraintes en fonction de la vision qu'on a de notre établissement, de notre plan stratégique, de ce qu'on veut être et la manière dont on se définit. C'est ça ce qui semblait être... c'est le choix à reposer notamment là-dessus parce que on voulait le moins de contraintes externes possible. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est plus quelque chose qui est basé ISO plus qu'engagement de service? Probablement, oui. C'est plus proche. Après, on est vraiment là sur le fond, c'est-à-dire que nous, on est dans le cadre des CSB, on nous demande de justifier du niveau de nos publications, d'expliquer, de présenter l'ensemble de notre démarche compétences avec les points de mesure qu'on va définir pour telle compétence, quelles sont les compétences qu'on a définies. Alors, ils ne jugent pas le fond du fond en disant, bah, là, c'est pas cette compétence-là que vous devriez évaluer, par exemple, mais plutôt celle-ci. Mais voilà, comment vous l'évaluez, comment matériellement ça se passe, quelles sont les modalités d'évaluation, quelles sont les maquettes et les enseignements qui vous permettent d'évaluer à quel niveau d'évaluation, d'acquisition des compétences vous avez au sein de vos parcours. Donc, c'est vraiment sur la qualité et là, plus la pédagogie et la recherche que sur la certification de service. Quand vous dites contrainte, vous dites qu'il n'y a pas d'indicateur à minima en fait concernant la recherche ou ce genre de choses, c'est ça? Hormis les taux d'encadrement où on a, par exemple, sur les programmes, on doit avoir un taux de publiants. Donc après, il y a des critères pour être dans telle ou telle catégorie de publiants ou d'enseignants, enseignants-chercheurs. Et là, on a des taux qui sont fixés par ICSB. C'est la seule contrainte, on va dire, en termes de chiffres, de données. Après, il faut qu'on produise de la donnée sur qu'on soit capable de démontrer ce qu'on fait et comment on le fait. Mais la seule contrainte fixée par les CSB, c'est celle-ci, celle des taux d'encadrement. Est-ce qu'il y a également une phase d'éligibilité initiale? Oui, alors nous, on est passé même par une phase de prééligibilité puisqu'on était un département au sein d'une composante. Donc, on a fait la prééligibilité, l'éligibilité. Là, on a remis il y a 2 ans notre premier rapport d'auto-évaluation. Là, on est dans notre premier rapport intermédiaire avant l'évaluation finale. Donc, voilà, c'est vraiment un processus qui est très, très long. Et c'est pour ça qu'il est assez lourd parce que la mise en place est longue, l'investissement est long. Voilà.
Combien de temps ça vous a pris en fait Moi, je suis arrivée en 2018, on venait d'obtenir la prééligibilité et là, cette année, donc 2023, on va rendre notre deuxième rapport de progression. Donc, en fonction, quand on a l'éligibilité, on a 2 ans pour déposer notre ISER, donc Initial Self-Evaluation Report, et ensuite, on a des rapports de progression qui sont annuels et on peut en avoir entre 1 et 3. Tout dépend du gap entre les attentes des CSB et notre avancée dans la démarche. Et ensuite, on a encore le temps de préparation de la visite du comité d'accréditation et du rendu du rapport final d'auto-évaluation. Ok. Donc, c'est vraiment une démarche longue. Merci Amaya et Charline Merci. pour ces échanges autour de la CSB. Antoine Legrand, INP Bordeaux, je te donne la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce retour d'expérience, vraiment très intéressant. Et alors moi, je me posais la question justement, mais vous avez commencé à y répondre, sur la fréquence des audits pour l'accréditation. Et finalement, je comprends que vous devez faire un rapport, c'est ça, qui est remis donc tous les ans? Alors, c'est ça. On a des rapports. Le premier, l'ISER qu'on a remis, c'est un très gros rapport d'auto-évaluation sur l'ensemble du référentiel SCSB, avec énormément d'annexes, de plans stratégiques, de données, etc. qu'on doit fournir. Une fois qu'on a remis ce rapport, on a l'accompagnement d'un mentor. Donc là, pour nous, c'est le Vice-Dean d'une université allemande. Donc, c'est le comité d'accréditation SCSB qui détermine quel sera notre mentor, qui va nous accompagner, qui lui aussi doit faire des rapports sur l'état d'avancement de notre démarche. Il y a des visites annuelles, donc tous les ans, le mentor vient, on a des échanges réguliers avec lui, mais là, il vient pour une vraie visite où on passe en revue tout le référentiel, notre état d'avancement, etc. Et donc, les progress reports qu'on remet tous les ans, cela, c'est uniquement des rapports qu'on remet en ligne et au comité d'accréditation. Et la visite d'accréditation se fait quand la démarche est aboutie et la réaccréditation se fait tous les 5 ans ensuite. D'accord, donc ça se rapproche des processus d'évaluation de la CTI ou HCERES où on fait un rapport et on a un comité qui vient nous voir. Je vais profiter que j'ai la parole juste pour une deuxième question. C'est justement comment, en fait, j'en ai plein de questions. Bon, je vais en choisir une. La valeur ajoutée pour la pédagogie. Quelle est la valeur ajoutée d'utiliser ce référentiel pour la pédagogie? Pour Est-ce la que vous avez des pédagogie, exemples? alors, la valeur ajoutée, c'est que l'université, en tout cas, est engagée, comme beaucoup, dans la démarche compétences. Et c'est pas très abouti au niveau de l'université, en tout cas chez nous. On n'a pas de très fortes contraintes de la part de l'établissement. Là, pour le coup, avec SISB, on est obligé de rentrer dans une démarche compétences que nous, on essaye de faire correspondre à l'ensemble de nos démarches compétences, parce que bien sûr, elles sont multiples, elles n'ont pas les mêmes exigences, etc. Donc, on essaye de combiner un peu ça. On a, par exemple, tout un cycle d'évaluation des compétences qui est sur plusieurs années avec SISB. Nous, on a essayé de le faire caler avec nos évaluations HCERS pour ne pas avoir à faire ce travail d'évaluation des compétences, de modification des maquettes, des points de mesure, etc. Un rythme qui ne corresponde pas à l'HCERS. Ce serait vraiment dommage de modifier nos maquettes en cours de période et avec l'HCERS 2 ans après de recommencer ce travail. Donc voilà, on essaye de faire caler ça avec l'HCERS et du coup de modifier nos maquettes. Nous, on a par exemple repensé le découpage de notre offre de formation. C'était la première étape parce qu'on avait des logiques qui ne correspondaient pas. Et SISB ne nous demande pas des remontées de données exhaustives. On peut faire de l'échantillonnage dans nos remontées de données sur les compétences notamment. Et du coup, le fait d'avoir des gros volumes, la distinction entre les parcours, entre les mentions, ça a permis un travail là-dessus sur comment on articule notre offre de formation. Très bien, merci. Merci Antoine et Charline sur cet échange. Valérie Plat-Pelazzo, je vous donne la parole du coup. Oui, bonjour, merci. Moi, je suis responsable du service qualité accréditation à l'IAE Lyon.
Et donc, tout comme ce qu'expliquait Charline, nous sommes donc engagés dans CALICERT, qui est la certification de service des IAE, Calliope, via l'établissement. Et nous sommes engagés dans une démarche d'accréditation internationale qui porte sur une formation, au contraire de ce que sont ICSB et EQUIS qui accréditent l'ensemble des activités d'une école de management. Donc, l'accréditation en question, c'est une déclinaison des quiz de l'FMD, donc qui s'appelle maintenant IFMD Program Accreditation, anciennement IPAS, pour ceux qui connaîtraient. Et nous nous engageons dans la démarche ICSB et nous nous rédigeons actuellement notre dossier d'éligibilité. On a passé la phase, on va dire la phase 0 de pré-éligibilité, donc qui permet de restreindre le périmètre de la demande aux activités de l'IAE et non pas à l'établissement dans son ensemble. Et je voulais revenir sur un point. Quand Charline disait que le ICSB était moins contraint, je pense que c'est par rapport à l'orientation mission des ICSB qui fait que dans la mesure où, par exemple, une école de management déciderait de ne pas avoir d'activité internationale ou de former des managers qui aient une ouverture internationale, et ICSB n'exige pas, mais réclamera qu'effectivement tous les critères, toute la déclinaison de ces activités soit en lien avec la mission. Je pense que ça permet peut-être de préciser. Et j'ai deux questions, si je peux. La première, c'est comme vous êtes, tout comme nous, engagés dans diverses démarches, elles ont toutes un cœur commun, et on va dire que c'est heureux, mais il y a des indicateurs qui reviennent sur les activités formation, les activités recherche, la professionnalisation, etc. Mais elles ont toutes aussi leur marotte ou leur spécificité. Et comment est-ce que vous avez imaginé des outils qui permettent d'accompagner les équipes. Vous avez commencé à répondre là, sur ce que vous disiez sur la démarche compétence et comment vous avez sur les rythmes HERS. Est-ce que vous avez développé des méthodes, des outils particuliers qui seraient aidants? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez, je pense que c'est obligatoire, hein, mais intégrer les activités offshore, délocalisées, dans le périmètre d'accréditation et comment est-ce que ça vous a posé des problèmes spécifiques? Je vais commencer par la deuxième question, puisque nous ne sommes pas concernés, nous n'avons pas d'activité hors campus. On a la contrainte d'avoir 2 campus, l'IAE Paris-Est. Autant sur la certification CALICERT, c'est assez simple, on a 2 campus qui sont sur 2 universités différentes, donc l'université Gustave Eiffel et l'université Paris-Est Créteil. Donc là, on a 2 certifications CALICERT sur chacun des campus, puisque c'est chaque université, chaque numéro de référencement, etc. Et sur SISB, on travaille en commun. L'accréditation se fait sur l'ensemble du périmètre Créteil-Marne, mais nous n'avons pas d'autres campus, on n'a pas de formation délocalisée, on n'a pas de formation à l'international. Voilà, on est vraiment, tout est sur nos sites Créteil, Marne et Sénart. Donc, on n'a pas cette contrainte-là. Donc, je n'aurai pas de réponse là-dessus. Sur la partie outillage, entre guillemets, hormis la démarche compétence, sur la partie recherche, publication, on a fait le choix d'opter pour la solution Academ, qui est un outil de gestion des activités de recherche, des publications, du corps enseignant, en fait, dans sa globalité. Pour l'instant, il n'est pas déployé à 100%. On est en finalisation d'un connecteur avec HAL, ce qui nous permet, nous, nos chercheurs, en tout cas à l'UPEC, utilisent tous HAL. Et donc, le Academ va récupérer les données, les publications que les chercheurs mettent dans HAL. Nous, après, on a notre système dans Academ de traitement. Ça nous produit des rapports au format SISB, mais aussi au format de d'autres accréditations. Je crois qu'il y a en bas EQUIS, HCERS. À minima, ces 4 référentiels-là sont dans Academ. Donc, on a la possibilité de sortir des rapports au format attendu, sous réserve que tous les éléments soient bien complétés, etc. Donc voilà, pour l'instant, sur la gestion des publications et
les données. Pour ceux qui connaissent SISB, il y a 2 tables qui sont très importantes, qui vont être les tables donc sur la démarche compétences, table 5.1 et 2, et celle sur les publications par enseignant-chercheur, par discipline, qui est extrêmement lourd à construire à la main, ce qu'on faisait précédemment. Donc voilà, parce qu'il faut rentrer tous les critères qui nous permettent de catégoriser notre corps enseignant. Là, tous ces critères sont inclus et les règles de calcul sont mises dans l'outil Academ, ce qui nous permet d'avoir ce classement-là directement via Academ. Donc, c'est une des solutions qu'on a trouvées, c'est cet outil Academ. Merci. Merci pour votre échange, Valérie et Charline. Didier, je ne sais pas si tu voulais intervenir ou pas. Oui, je voudrais juste souligner qu'à quel point je peux partager un certain nombre d'éléments avec Charline, avec Valérie. En tant qu'IUT, on est aussi 713.9 et effectivement, ça donne une certaine autonomie par rapport à l'établissement. Je voudrais rebondir sur 2 points qui ont été abordés tout à l'heure, sur la fréquence des audits, des rapports, sur la valeur ajoutée pédagogique. Ça dépend, à mon sens, beaucoup du référentiel qui est utilisé. Nous sommes sur un référentiel d'engagement de service. On est sur un cycle trisannuel avec une revoyure annuelle. Et avec un outil d'audit interne qui permet de préparer et d'anticiper ces audits de suivi annuels. C'est un peu lourd pour les équipes. On a parlé d'échantillonnage tout à l'heure. C'est un mot important pour des structures un petit peu importantes. Nous avons une 60aine de formations, 5000 étudiants, 500 personnels en chiffre rond. Donc, ça permet d'échantillonner. Et notre référentiel à nous, il est qui s'appelle CaliUT. Il est basé sur le parcours de l'étudiant, il est orienté sur l'étudiant, donc avec une philosophie qui est tout à fait différente, je dirais pas orthogonale, mais différente de ce que peut être Calliope, par exemple, qui est orienté, qui est orienté financeur. Puisque je parle de financeurs, je vous ouvre une toute petite parenthèse, certains financeurs n'ont pas tout à fait compris l'utilité de la chose et viennent nous refaire des audits, bien que nous soyons certifiés Calliope. Je referme la parenthèse. Ça implique des moyens, effectivement. À l'échelle de l'IUT, nous sommes 3 personnes, 2 à plein temps et moi qui suis enseignant-chercheur. L'un des points importants, c'est l'implication de la direction. Je sais que j'enfonce une porte ouverte et que vous en êtes tous conscients, mais sans cela, c'est très compliqué de faire bouger les choses. Et l'implication de la direction, elle passe par le discours, elle passe aussi par les moyens qui sont mis en œuvre. Donc sur cette valeur ajoutée, pour moi, pour nous, IUT Lyon 1, la valeur ajoutée, elle est sur la mobilisation en interne. Il n'y a pas de valeur ajoutée sur le recrutement de nos étudiants post-bac. Il n'y a pas de valeur ajoutée, ou pas encore, vis-à-vis de nos partenaires professionnels. Ça les intéresse pas, franchement. Il y a une valeur ajoutée pour les financeurs, ça oui, absolument. Et l'une des difficultés supplémentaires, c'est pour nous qui sommes très en relation, comme les IAE, comme d'autres instituts, avec un certain nombre de partenaires, c'est la gestion des interfaces avec les partenaires dans le cadre de la certification, de la qualification. C'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en œuvre. Voilà, je voulais juste amener ces quelques points. Et je peux rebondir si nécessaire. Merci Didier pour cette précision autour du référentiel CaliUT auquel tu as largement participé. Voilà, on était au courant et on a suivi un peu la formalisation, la construction de ces référentiels à travers nos différents temps d'échange au sein du réseau Relier. Ça a été intéressant. On parlait de long terme, on a commencé en 2011. Oui, bah oui. Wahiba Razali, je te donne la parole. Vas-y, je vois que tu as levé la main.
Merci, bonjour à tous et merci pour cet échange. Alors moi, je travaille dans une école d'ingénieurs, donc à l'INSA Toulouse. Je m'interroge. Alors les écoles d'ingénieurs, au niveau de leur formation, ont un référentiel qui s'appelle la CTI, qui accrédite nos formations et nos diplômes et qui nous contraint de rentrer dans ce référentiel qui est assez détaillé, pour effectivement garantir, je dirais, la qualité de la formation d'ingénieur telle qu'elle est pensée, je dirais, aussi bien en France, mais au-delà en Europe. Et en fait, ce que je comprends, c'est qu'au niveau des universités, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de référentiel qui évalue un petit peu la formation. Après, c'est vrai que la certification ISO permet effectivement de garantir une certaine, de garantir l'organisation et la gestion qui gravitent autour de la formation. Et du coup, je m'interroge un petit peu de quel est l'intérêt. Alors, s'il n'y a pas de caractère obligatoire, euh, alors, quel est l'intérêt de rentrer dans ces accréditations du type CSB et est-ce que c'est un outil de communication? Est-ce que c'est un outil de communication au niveau national, international? Enfin, j'essaie de comprendre un petit peu l'intérêt de rentrer dans ce système-là, alors qu'il n'y a pas forcément de contraintes, en fait. Si je peux me permettre de rebondir tout de suite, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas de référentiel obligatoire pour les universités en termes de formation, parce que le HCRS, il fait ça, il fait la recherche, il fait le site, il fait tout ça, mais il s'occupe aussi des formations. C'est juste un bout. Et il n'y a pas moyen de s'y soustraire. Hein. Effectivement, il y a l'HCRS au niveau des établissements et après, c'est vrai que Calliope et une certification de service, c'est pas tout à fait sur le même contenu. Pour nous, le choix vraiment d'une accréditation comme SISB, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, IAE Paris-Est, on souhaitait accroître notre visibilité à l'international et avoir des partenariats internationaux de meilleure qualité. Et c'est simple, quand on va dans un salon international, les écoles qui sont accréditées et auxquelles on souhaiterait pouvoir accéder pour nos étudiants ne laissent la porte ouverte au partenariat qu'avec des écoles accréditées. Donc là, pour le coup, sur l'international, c'est essentiellement la montée en qualité de nos partenariats. Ensuite, il y a un deuxième point qui est pour nous, en tout cas IAE, on est dans un système avec les business schools qui sont toutes accréditées, qui ont accès à ces partenariats, mais qui aussi sont beaucoup plus visibles auprès des étudiants en termes de recrutement des étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs. Pour nous, ça a une vraie valeur ajoutée, cette accréditation-là. C'est un travail, c'est un investissement, etc. Tout le monde en est conscient et ça nécessite un travail collectif important. Mais en tout cas, sur ces deux dimensions-là, visibilité internationale, partenariat et aussi recrutement de nos étudiants et de nos personnels enseignants, c'est un vrai plus. C'est un vrai critère différenciant, en fait. Oui. Dans le monde, j'allais dire tertiaire, dans le monde de gestion, management, effectivement, je crois que c'est très présent. Ça l'est, me semble-t-il, beaucoup moins dans les universités et de manière peut-être intermédiaire ou en construction dans les écoles d'ingénieurs, non? Valérie Pelazzo, je vous donne la parole du coup. Merci. J'avais une question, on parlait de Calliope. On a été informé en décembre que les établissements qui étaient donc accrédités par le ministère et évalués par la CERS bénéficieraient maintenant du label. Est-ce que vous savez quelle position les universités ont prise sur l'impact que ça aurait sur la certification? Est-ce que vos universités vont maintenir le dispositif pour les bénéfices que ça peut induire en termes de, on parlait de travail collectif, d'amener ensemble les équipes à faire avec et ensemble. Est-ce que vous avez déjà connaissance des prises de position ou non? Alors, pour répondre pour l'UPEC, en tout cas pour avoir échangé avec la DIFPO, donc le service formation continue, et qui gère aussi le CFA chez nous et qui a en charge
qui avait en charge jusqu'à présent Calliope. Ils ont souhaité pour l'instant ne pas communiquer à l'ensemble des composantes sur ça, bien que bon, voilà, on soit informé de cette publication, simplement pour ne pas désengager les composantes qui ont eu du mal à rentrer dans cette démarche qualité. A priori, aux dernières nouvelles, l'objectif était de maintenir la certification Calliope pour continuer ce travail de montée en qualité, d'harmonisation des process, de travail collectif entre les différentes composantes, parce qu'on l'a vu au cours de tout le travail antérieur sur FCU, mais aussi sur la certification, l'obtention en fait de la certification Calliope. Il y a de grands écarts entre les différentes composantes en termes d'investissement, de moyens, d'écart avec le référentiel Calliope notamment. Et l'idée pour l'instant de l'université, c'est plutôt de rester engagé et de maintenir cette certification quand bien même on n'en ait pas besoin en tant que tel. Voilà, donc c'était plus cette idée-là. Je ne sais pas si Sylvie, tu as eu des échanges récents avec Arnaud là-dessus, mais a priori, c'était plutôt cette idée de maintien de la certification. On est dans cette dynamique-là, en effet, à l'UPEC, oui, tout à fait. D'autres retours chez nous, à Lyon, c'est pareil. On est aussi sur cette ligne-là, avec peut-être une nuance dans la justification, en se disant que les organismes financeurs n'apprécieraient peut-être pas de la même façon un Calliope obtenu via le HCERS ou un Calliope obtenu, entre guillemets, directement. Je ne sais pas Oui. si c'est très justifié comme appréciation, mais en tout cas, Lyon 1 reste sur le maintien de la certification Calliope. Mais du coup, moi, je vais peut-être pouvoir rebondir là-dessus, Didier. Chez nous à Nantes, donc nous, on n'est pas encore allé à la certification Calliope. On a pris notre temps. Alors, l'avenir nous dira si on a eu raison ou pas de prendre notre temps. En revanche, on n'a pas d'audit par les financeurs pour l'instant. C'est quand même, c'est toujours pas arrivé chez nous. On suit de près ces évolutions. Et notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, la FCU organise un webinaire début mars pour justement commencer à clarifier un petit peu en lien avec la DGCIP les règles d'utilisation de la marque Calliope, parce que c'est aussi toutes ces questions qui sont, autant quand on a la certification, on a en même temps le cahier des charges d'utilisation de la marque Calliope, et là, c'est des informations qui tardent à arriver de la part du ministère, donc on pourra témoigner aussi dans ce sens-là a posteriori, mais en tout cas, chez nous, on devait aller à l'audit là au mois d'avril, et finalement, on se laisse le temps, même si ce qu'on entend aussi dans tous les témoignages qui ont été faits ce matin, c'est que à un moment, les démarches qualité et les logiques de certification, d'accréditation, de labellisation sont aussi des catalyseurs à des démarches qu'on devrait déployer. Charline parlait notamment de l'approche compétences. Aujourd'hui, on devrait tous avoir notre offre de formation décrite en bloc de compétences et toute la démarche de pilotage qui va avec. Et ben, parfois, les certifications ont cet avantage d'accélérer des démarches qu'on devrait mettre en place. Merci pour Valérie, tout d'abord, pour avoir soulevé ce point qui concerne les établissements, Calliope HCERS. Voilà, moi, j'y avais pas forcément pensé, donc et ça nourrit et ça enrichit, je dirais, les échanges. Je vois que l'heure tourne et j'avais pour idée, comme ça, voilà, c'est aussi un peu du live, c'est Retex, de donner la parole à Sabine de l'Université de Mons. Voilà, la Belgique est représentée à ce Retex. Sabine, je ne sais pas si tu veux intervenir pour présenter un peu ce que vous faites à l'échelle de l'Université de Mons. Voilà, on se connaît bien, donc j'en profite aussi, je dirais. Et en même temps, juste derrière, parce qu'il nous reste 10 minutes, je voulais, on conclura avec le travail qui est initié par Antoine à l'INP de Bordeaux, Antoine Legrand. Voilà, tu nous présenteras un peu ce que tu fais, Antoine, si tu veux, et puis je pense que ça va bien nous occuper jusqu'à 11h. Sabine, je te donne la parole. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que chez nous, on n'a vraiment pas cette culture de la certification, à quelque niveau que ce soit dans les institutions universitaires et de recherche universitaire. On a assez peu de structures. Tu peux juste te présenter peut-être, oui, Sabine, donc, te présenter. Moi, je te connais, mais je pense que les participants… oui.
Donc, Sabine Soutoué, je suis responsable qualité pour l'Université de Mons, qui est une université qui est basée pas très loin de la frontière française. Donc, on accueille une part d'étudiants français assez importante suivant les cursus. Et donc, je disais, je suis un petit peu embêtée parce que comparé à tout ce qui a été évoqué avant, on n'a pas du tout cette culture-là. Et donc, les structures qui sont accréditées ou labellisées chez nous, elles sont vraiment rares. Donc, on a nos écoles d'ingénieurs à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont accréditées CTI, justement pour pouvoir accueillir des étudiants français, qu'ils puissent repartir avec un diplôme qui est reconnu chez vous. On a des écoles de commerce qui sont labellisées ou accréditées, mais pas de façon systématique pour un modèle commun. Donc chez nous, c'est ISO 9001. Je pense qu'à l'UCL, ils sont EQUIS, mais je ne suis pas certaine. Et à part ça, on n'a aucune accréditation pour nos programmes d'enseignement. Et on a quelques labos qui sont accrédités ISO pour des raisons de relation avec les partenariats et de prestations pour l'externe. Mais c'est vraiment pas dans la culture et une habitude. Donc, j'entends plein de choses quand je vous écoute. C'était la raison de ma présence, c'était de voir un petit peu tout ce qui existe en France. Mais donc voilà, c'est un autre monde. Après, je suis disponible pour répondre à des questions, mais ça va être compliqué de faire un panorama de ce qui existe parce qu'il existe relativement peu de choses. Là, je vous ai scotché. Donc, n'hésitez pas. Sinon, je passe la parole à la personne suivante que Sylvie avait évoquée. Alors que pourtant, il y a des choses qui se font en matière de qualité à l'échelle européenne, hein, y compris en termes de certification. Donc Oui, il y a aussi tous les problèmes de la EQS aussi, Sabine, dans lesquels tu interviens. Alors, oui, mais de nouveau, on n'est pas dans une logique d'accréditation, de certification ou de labellisation. Donc, on a une agence qui correspond à la CERS chez vous, Ouais. à ceci près qu'elle ne couvre que la partie enseignement. Et donc, on est vraiment dans une démarche formative, plutôt dans la logique de ce qui a été évoqué pour les CSB, où en fait les experts viennent avec comme point de départ la stratégie et les valeurs de l'institution, et ils viennent voir comment on assure la qualité de ce que l'on fait au regard de ces éléments-là. Et donc, on n'est pas du tout dans une logique critères à atteindre, à respecter, cases à cocher. Et donc oui, c'est vraiment une culture différente. Et donc oui, on baigne dans les attentes européennes, les ESG. On est en relation avec l'ENGA, avec le UA, etc. Mais dans une logique qui est fort différente. Ce qui n'empêche pas que ça fait bouger les choses, mais de façon efficace. Merci. En tout cas, il y a au moins quelqu'un autour de la table qui a cité les ESG. Oui, je suis en plein dedans là. Donc oui, notre évaluation institutionnelle était basée sur les 10 ESG, donc la partie institution, pas la partie agence. Et du coup, ça fera le lien avec la fin de ce rétexte. En conclusion, on voulait peut-être Antoine, je te laisserai compléter. Antoine, donc à Bordeaux INP, a initié en collaboration avec le ministère un travail de croisement de tous les référentiels qualité, parce qu'on voit, on en évoque de nombreux aujourd'hui, alors déjà sur notre territoire, mais c'est vrai que si on monte encore d'un cran à l'échelle européenne, on évoque de nombreux référentiels qualité, avec aujourd'hui des organisations qui se questionnent de plus en plus sur d'un côté le choix du référentiel, parce qu'on voit bien ça peut être des critères
différenciant d'un établissement à l'autre, mais ça peut aussi être des référentiels parfois qui s'imposent à nous. Et donc, il y a tout ce travail qui est piloté par Antoine aujourd'hui en collaboration avec l'ensemble des réseaux et associations métiers autour de qualité et développement durable qui s'activent et qui se mettent en ordre de marche pour travailler ensemble sur la proposition de grille de lecture commune de ces référentiels et d'outils de la décision. Mais Antoine, je vais peut-être te laisser la parole pour que tu puisses compléter. Merci Thibaut, tu as bien introduit le sujet. Juste pour rappeler aussi l'intérêt des réseaux dont les activités de relier. Hein. L'activité des réseaux, des associations, c'est de pouvoir partager entre nous. Donc là, j'ai bien aimé cette matinée, on se comprend, on voit de quoi on parle, on a les mêmes problématiques. Et l'idée, c'est de mutualiser un petit peu nos forces entre les réseaux pour faire ce croisement de référentiels. Alors, en participant à différentes réunions l'année dernière, que ce soit au sein de l'association Quares, du comité de labellisation des DRS, du réseau SP+, on a vu qu'il y avait un besoin de croiser des référentiels. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait dans leur structure. C'était une de mes questions que je n'ai pas pu poser à Charline tout à l'heure, mais c'est comment vous articulez finalement la certification CALICERT avec l'accréditation que vous nous avez présentée. Et cette question-là, finalement, elle se pose à tous, parce que moi aussi, en école d'ingénieur, on répond à la CTI, on répond au label des DRS, on doit répondre aussi à SP+, Calliope, etc. Donc, l'initiative est née de croiser ces référentiels entre les réseaux. Donc, Relier participe à l'aventure, il y a le réseau Quares aussi qui participe, le réseau SP+, et le comité de labellisation des DRS. L'idée, c'est de faire un appel à contribution à ceux qui le souhaitent, de pouvoir participer à ce croisement de référentiels et aboutir finalement à une grille de lecture relativement simple qui nous permettrait quoi? D'identifier les thèmes communs entre les différents référentiels. Donc, je prends la question du développement durable, par exemple. On l'aborde dans le référentiel de la CTI. On l'aborde aussi dans le référentiel SP+. On l'aborde bien évidemment dans le référentiel des DRS. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comme ça quels sont les thèmes qui sont abordés dans ces différents référentiels. Et puis à la fin, on pourrait aboutir à un tableau croisé. Voilà, on prend le thème de l'international, et ben on aborde ce thème dans tel et tel référentiel. Et ça nous permettrait à nous, en tant que responsable qualité, peut-être d'aider au pilotage de ces différents référentiels. Voilà, à la fin, pour dire, par exemple, je prends un sujet, j'y réponds dans Calliope, je réponds aussi à ça dans l'HCRES. Ça permet peut-être aussi d'avoir des indicateurs communs sur les différentes thématiques. Donc, cette initiative se lance. Hein, on est vraiment au tout début. Là, c'est la première annonce qu'on fait officiellement au sein du réseau Relier. Ça se fera de la même façon au sein de Quares, de SP+, et du comité de labellisation des DRS. Et on fonctionnera par petits groupes. Donc, un groupe pour le référentiel CTI, un groupe pour le référentiel des DRS, un groupe pour le référentiel SP+, et puis, on va travailler collectivement et on mettra en commun un petit peu voilà, le travail de chacun de ces groupes, ce qui nous permettrait d'aboutir justement à un tableau assez simple à lire, avec d'un côté les thèmes, de l'autre côté les référentiels. C'est un premier travail. L'idée, c'est pas que ce soit quelque chose, c'est pas une publication, c'est pas non plus un travail de recherche, c'est très pratico-pratique. Et puis, on voit comment on pourra continuer l'aventure sur ce sujet de croisement des référentiels. Voilà, donc à l'écoute pour avoir des suggestions. Il y aura l'appel à contribution qui sera lancé donc, par Thibaut, Sylvie et l'équipe. Et puis, vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Merci Antoine donc, pour cette proposition et appel à contribution, je dirais, de mobilisation autour de cette réflexion menée sur le croisement de ces référentiels qualité applicable à l'ESR, hein, et c'est très en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Désolée, j'ai eu un petit problème de prise de courant là pour ce rétexte. Du coup, je donne la parole à Sabine et je ne suis plus là quand elle parle. Je m'excuse, Sabine, voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a encore peut-être une question? Parce que je vois qu'il est 11 h.
Voilà, on essaye de respecter le timing des 1 heure et j'ai trouvé vraiment ce rétexte très, très riche. Voilà, de par les questionnements, les interventions, les témoignages, et ça nous permet aussi d'apprécier ce qui se fait un peu à droite ou à gauche sur le paysage et dans nos établissements, dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, moi, j'ai pas forcément grand-chose. Didier et Thibault, je ne sais pas si vous voulez conclure. Il y avait Amaya qui avait une question, du coup. Oui, merci beaucoup. J'ai une question très rapide. Je trouve ce travail de croisement des référentiels extrêmement intéressant. Je voulais savoir s'il va être étendu à des accréditations un peu sectorielles, type SSB en bas et QUIS, ou peut-être pas dans un premier temps. Alors, je peux répondre. En fait, l'idée, c'est de se concentrer sur peut-être 5-6 référentiels pour commencer et peut-être étendre après. En gros, si ça fonctionne bien, si notre méthodologie fonctionne bien, on pourrait tout à fait étendre à d'autres référentiels. Ce qu'on va vous proposer probablement, c'est qu'on puisse faire un vote justement pour retenir les principaux référentiels sur lesquels vous souhaitez travailler. Juste une petite information aussi en termes de méthodologie. Dans chacun de ces groupes, l'idée, c'est d'avoir un représentant du réseau Relier, du réseau Quares, du réseau DDRS, du réseau SP+, pour avancer collectivement. Donc tout ça pour dire que plus on a de monde, plus on pourra aussi travailler sur différents référentiels. Hein. Si on compte 6 personnes par groupe, 6 x 4, 24, 24 personnes, ça fait 4 référentiels. Vous comprenez la logique? Voilà, donc ça sera en fonction aussi du nombre de contributeurs. Ok, merci. Merci à tous, en tout cas, pour cette participation à ces rétextes mensuels proposés par le réseau Relier. Voilà, on va essayer de vous proposer quelque chose, je dirais, en février. On est en train d'y réfléchir et on essaye aussi d'être au plus près de l'actualité. On sait que la thématique démarche qualité, elle a un vif succès au sein du réseau Relier. Donc voilà, la preuve aujourd'hui, on a plus de 50 participants et en tant qu'animateur, je pense que voilà, c'est aussi plaisant pour nous quand vous répondez présent voilà, à ce qu'on propose en termes de programmation reliée. Je vous souhaite, voilà, et j'associe Thibault et puis Didier, voilà, une bonne journée et puis bonne continuation et une très bonne semaine. Bonne journée à toutes et à tous. Thibault et Didier, si vous voulez rester une minute. Oui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Merci. Bonne journée. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement d'ailleurs. Je ne peux pas l'arrêter, l'enregistrement. Mais après, est-ce que ça bug pas du fait que tu te sois déconnecté puis reconnecté? Non, j'ai 1h17 d'enregistrement là, mais comment ça se fait que je peux pas Peut-être quand tu vas fermer, ça va se couper. C'est gênant parce que c'est la vidéo qu'on met. Oui, mais Ça y est, c'est bon. Ça y est.